Un mouvement de la diaspora burkinabé salue le vote du nouveau code électoral. Ce mouvement dénommé C'est le moment regroupe des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, au Ghana et aux États-Unis. Ces premiers responsables ont animé un point de presse dont vous aurez la teneur dans ce journal. Dans ce journal, nous irons dans les Sourous pour voir l'évolution de la campagne agricole humide. Malgré quelques difficultés vécues par les producteurs, la campagne s'annonce prometteuse dans cette province. Les techniciens de l'agriculture affichent leur optimisme quant à l'évolution de cette campagne dans cette partie du Burkina Faso. Actualité à l'étranger, en Indonésie, le bilan du violent séisme s'alourdit avec désormais plus de 300 morts. Au même moment, des répliques de différentes magnitudes sont recensées à travers le pays. Les populations, elles, sont plongées dans la désolation et la panique généralisée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez qu'au Conseil supérieur de la communication, la nouvelle équipe dirigeante a officiellement pris service ce 9 août. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui a connu la présence du Premier ministre Paul Kabatseba. L'équipe sortante du CSC en a profité pour dresser le bilan de sa gestion. Pawadrogo Chansongo et Maïmouna Traori. Cette cérémonie de passation de charge au Conseil supérieur de la communication s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Une famille unie pour surmonter les obstacles et donner à l'instance de régulation de la communication ses lettres de noblesse. Le président par intérim décrit ici les conditions dans lesquelles il a travaillé et fait des observations à la nouvelle équipe. Le plus grand et amer souvenir que j'en garde, c'est lorsque, faisant irruption dans la salle du conseil, une partie du personnel administratif interrompit une session du collège le 18 mars 2016. L'administration est un outil technique au service de la mission des conseillers. Cette orthodoxie, qui est d'ailleurs légale, doit être impérativement restaurée. Le nouveau président du Conseil supérieur de la communication invite alors les agents à se mettre à la tâche dans l'unité et l'esprit d'équipe. La priorité sera de ramener d'abord la sérénité au sein de la maison. Nous lançons à nouveau un appel à l'ensemble du personnel pour qu'ils comprennent que c'est dans l'unité et l'unité seule que nous pourrons accomplir notre mission. Je réitère le même appel à l'endroit du monde de la presse et de la communication et de la publicité pour dire que le seul souci qui va animer mon équipe et moi, c'est le souci de réguler la presse dans l'intérêt de la liberté de la presse. Je suis convaincu qu'avec la prise de fonction du nouveau président, que le Conseil supérieur de la communication va en tout cas retrouver la sérénité dont le Conseil a besoin. Il va retrouver également l'enthousiasme et le goût au travail dont cette institution a besoin. La conférence des instances africaines de la communication était présente pour témoigner de la solidarité et du soutien des institutions sœurs à la nouvelle équipe. Dans l'actualité ce soir, des représentants de la diaspora burkinabé félicitent le gouvernement et l'Assemblée nationale pour le vote du nouveau code électoral. Ils sont venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis et sont réunis au sein d'un mouvement dénommé C'est le moment. Ils ont animé une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. Oscar Soulama, Moumouni Soubega. C'est une rencontre voulue par le mouvement politique de la diaspora en vue de donner sa lecture concernant le nouveau code électoral. Une conférence qui porte essentiellement sur deux sujets, à savoir la question de la non-validation de la carte consulaire comme document de votation et la question du vote uniquement dans les enceintes des ambassades et consulats. En novembre 2013, si vous vous rappelez, date de lancement officiel de cette opération de carte consulaire à Abidjan, à l'époque, nous avions dénoncé avec violence, et ce pour plusieurs raisons, je cite. Le coût élevé de la carte, qui, je vous le rappelle, était fixé à 10 000 francs CFA.
nous avions clairement dénoncé la validité, le choix de l'opérateur, la non-sécurisation des données qui pouvaient laisser libre cours à des manipulations en cas d'élection. Les membres de ce mouvement de la diaspora se disent satisfaits du nouveau code électoral et félicitent le gouvernement pour sa clairvoyance. Pour ce qui concerne la question de l'utilisation unique, donc uniquement donc des ambassades et des consulats comme bureau de vote, des questions de facilitation de délivrance de certificats de nationalité et de CNIB, la diaspora remercie le gouvernement pour les mesures historiques annoncées, car cela va sauver des millions et des millions de Burkinabés. Dans le débat qui agite la scène politique sur cette question, le mouvement C'est le moment, qui regroupe des Burkinabés vivant au Ghana, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, reproche à certains acteurs politiques de prétendre parler au nom de la diaspora sans pour autant maîtriser la situation de celle-ci. Les corps habillés de sexe féminin sont invités à s'impliquer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants au Burkina Faso. En attendant, elles ont suivi une séance de sensibilisation sur ces deux phénomènes qui empêchent l'épanouissement de la jeune fille. Et cette séance de sensibilisation a été initiée par le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer, un groupe présidé par l'épouse du chef de l'État, Roger Kam et Oumou Sissi. Les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants sont toujours d'actualité au Burkina Faso et dans de nombreux autres pays. Et les chiffres en disent long sur l'ampleur de ces deux pratiques. Au Burkina Faso, 67,3% des femmes de 15 à 49 ans sont mutilées, avec une tendance à la baisse chez les enfants de 0 à 14 ans. Quant au mariage des enfants, notre pays occupe la 5e place au niveau mondial avec un taux de prévalence de 52%. Des pratiques qui ont de lourdes conséquences. Ces conséquences sont, entre autres, les traumatismes physiques, psychologiques, les nombreuses séquelles, parmi lesquelles les fistules, les prolapsus, qui peuvent rendre les victimes définitivement stériles, ce qui constitue un lourd handicap social dans nos sociétés. Malheureusement, sans qu'on ne s'en doute, ces deux pratiques peuvent également entraîner la mort. Avec ces différentes conséquences, il est urgent de renforcer les actions pour leur éradication. D'où cette journée de sensibilisation et de plaidoyer au profit des corps habillés femmes. La présente journée de sensibilisation et de plaidoyer sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants à votre intention, mesdames les membres des corps habillés, rentre dans ce cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route et a pour objectif, entre autres, d'informer et de sensibiliser les forces de défense et de sécurité sur la lutte contre les pratiques des mutilations génitales féminines et de mariage d'enfants dans notre pays. De susciter une plus grande adhésion et implication des forces de défense et de sécurité dans la promotion de l'élimination de ces deux pratiques. Au sortir de cette journée de sensibilisation, il est attendu des corps habillés femmes un engagement ferme aux côtés du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo afin de débarrasser le Burkina Faso de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. La protection sociale, mais également la question de l'emploi était au menu d'une rencontre entre le ministère en charge de la jeunesse et ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit de la revue à mi-parcours du cadre sectoriel Travail, Emploi et Protection sociale. Les échanges ont permis de relever les insuffisances à corriger en vue de parvenir à un résultat final satisfaisant. Des précisions avec Sanoua Christine Koulibaly. Le bilan à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale jugé satisfaisant. Ce sont les propos du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Un premier bilan partagé ici avec les partenaires techniques et financiers. Parmi les 189 résultats là, qui sont attendus jusqu'en 2020, il y a 15 qui sont entièrement réalisés à cette date, ce qu'on peut qualifier de réalisation précoce. Et il y a 33%
qui ont des taux de réalisation compris supérieurs à 50% et 10% qui ont des taux de réalisation inférieurs, donc non compris entre 40 et 50%. Nous avons pu octroyer plus de 5 000 financements à des projets donc, de jeunes. Et nous avons pu également octroyer plus de 13 000 financements à des exploitants agricoles. Un premier bilan jugé satisfaisant qui cache mal cependant certaines insuffisances. On salue très positivement les efforts du ministère pour le travail qu'il a réalisé, aussi pour la formulation de la politique sectorielle et pour respecter les engagements à temps, d'avoir 2 fois par an la revue des performances. On peut encore améliorer, chaque chose peut toujours s'améliorer et donc on s'attend des améliorations aussi dans ce sens. Au sortir de cette revue à mi-parcours, les différents acteurs devraient adopter un rapport de performance, faire des recommandations en vue de corriger les insuffisances et enfin faire des propositions en matière de mobilisation des ressources. Autre point de l'actualité, et nous prenons les nouvelles de la campagne agricole humide dans la province du Sourou. La physionomie actuelle des différentes spéculations laisse présager une bonne campagne dans cette partie du Burkina Faso. Les producteurs connaissent tout de même quelques difficultés telles que les inondations et les attaques de chenilles. On fait le constat avec Lassina Ouattara et Christophe Traoré. La campagne agricole s'est installée tardivement dans le Sourou. La plupart des producteurs ont débuté les opérations de semis en début juillet. Dans la commune de Kassoum, Karim Wounou exploite un champ d'environ 10 hectares. On y trouve du maïs, du sorgho entre autres. Les chenilles légionnaires ont visité ce champ. En réalité, on ne s'est pas rendu compte tôt. Nous nous sommes renseignés auprès des encadreurs. C'était exact. J'ai eu des dégâts dans mon champ. Notre souhait, c'est d'avoir des produits pour les traiter. Nous sommes déjà à près de 595 hectares infestés. Et avec l'appui de la DGPV, nous profitons de votre micro pour dire merci au ministère qui a vraiment pris en tout cas des engagements pour en tout cas nous accompagner en envoyant des missions de supervision, des missions de formation, des missions pour en tout cas nous remettre des produits. Ça permet quand même depuis en tout cas le début de ces foyers-là de pouvoir vraiment les maîtriser. Dans la vallée du Sourou, la physionomie des plants est nettement en avant par rapport à celle des hautes terres. Beaucoup ont procédé à l'irrigation en attendant les pluies. À l'heure actuelle, en tout cas, ça va. Sinon, au début, on a essayé, comme tous ceux qui ont accepté, ils ont accepté à irriguer, on doit essayer en sortir. Mais ceux qui ont négligé ça, qu'on va attendre la pluie, en tout cas, vraiment, ils ont eu énormément de difficultés. Actuellement, la famille Djibo répique le riz. Malgré ces différentes difficultés rencontrées par les producteurs, la campagne promet. Les difficultés, c'est principalement les poids de sécheresse qui ont vraiment émaillé la campagne. Et il a fallu que ce soit en juillet que les gens commencent à vraiment s'aimer. Donc ça crée vraiment une psychose au niveau des producteurs. Mais bon, avec les pluies qui sont tombées, les producteurs étant aux aguets aussi, ils se sont vraiment investis. La physionomie des plants promet de bonnes récoltes si les pluies atteignent mi-octobre avec une bonne répartition, a laissé entendre Ndo Dao, directeur provincial en charge de l'agriculture. Une bonne saison agricole, c'est ce qui permettra de répondre à la question de l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Et c'est également le combat de la Fondation Konrad Adenauer à travers un projet dénommé Un seul monde sans faim. Et dans le cadre de ce projet, des acteurs locaux de la région de l'Est ont été conviés à un atelier sur les principes de bonne gouvernance en matière de sécurité alimentaire. Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo. Faire de la bonne gouvernance un levier pour prévenir les crises alimentaires, c'est l'objectif de cet atelier de formation à l'intention des élus locaux, organisations de la société civile et des producteurs de la région de l'Est. La crise alimentaire n'est pas une fatalité. Avec des mesures un peu adaptées, nous allons vraiment venir à bout
de cette crise. Je m'engage avec tous les différents maires de la région pour dire que nous sommes prêts pour prendre en compte les volets sécurité alimentaire dans nos programmes de développement. Cette formation, comme je l'ai dit, est vraiment la bienvenue parce que la majeure partie des mairies sont en train d'élaborer les plans communaux de développement ou notre plan régional de développement. Initié par la Fondation Konrad Adenauer, dans le cadre du projet Un seul monde sans fin, cette formation devra contribuer à l'intégration des programmes de résilience alimentaire dans les plans communaux de développement. Le plan de formation va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier moment, il y aura une communication introductive pour les outiller sur la question de la résilience. Et puis tout le reste de l'atelier va consister maintenant pour chaque localité à essayer d'identifier sa carte de vulnérabilité. Sa carte de vulnérabilité. Et puis ensuite, nous allons voir les mécanismes d'intégration justement de cette vulnérabilité-là dans les plans locaux de développement. Le projet Un seul monde sans fin est mis en œuvre dans les régions frontalières des 3 pays membres de l'Iptako-Gourma, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans l'actualité également, le premier convoi des pèlerins au niveau de Bobo-Dioulasso a décollé hier pour la Mecque. Ils sont au nombre de 435 à se rendre en terre sainte de l'islam pour accomplir le 5e pilier de cette religion. Étaient présents à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso quelques autorités venues encourager les pèlerins. Voyons cela avec Hassan Gourabou et Ali Traouri. Il est 18h à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Les pèlerins sont déjà sur place et réceptionnent leurs documents avant d'entrer au salon. À ce niveau, les identités sont contrôlées en plus de certaines formalités d'usage avant de franchir la sécurité. Après cette étape, les pèlerins sont conduits à l'avion via des cars. Et une fois à bord du Airbus, les pèlerins ne cachent pas leur satisfaction. Alhamdulillah, je suis content. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Et je remercie tous les organisateurs, vraiment ça a été bien. Je remercie aussi la population du Burkina ainsi que le gouvernement, tout le monde. Avant le départ de ce premier vol burkinabé de 435 pèlerins, les autorités sont venues réconforter et prodiguer des conseils. Le président du Faso nous a instruit de leur transmettre ces bénédictions et les bénédictions du peuple burkinabé pour que le Hajj qu'ils vont entamer dès aujourd'hui, que ce soit un bon Hajj, qu'Allah facilite. Il leur envoie ces bénédictions et il leur demande qu'une fois en terre sainte de prier aussi pour la nation entière. Le voyage de Hajj, c'est un voyage pour charger la clémence. Donc vraiment on espère bien que les pèlerins vont rentrer dans les bonnes conditions et puis revenir dans les meilleures conditions. Malgré plusieurs complications dans l'organisation de ce 5e pilier de l'islam cette année, tout est finalement sous contrôle. L'organisation d'ici, notre organisation, ça n'a jamais échoué. Il y a des petits problèmes, mais ça n'a pas échoué. Parce que je peux dire que ça s'améliore d'année en année. C'est précisément à 21h30 que l'avion a décollé du sol bobolais en direction de l'Arabie. Les autres vols sont prévus en fonction du programme établi et la particularité cette année est que Air Burkina assure la moitié du trafic. Une délégation burkinabé était le 7 août dernier à Bouna, dans la région de Boukani, en Côte d'Ivoire, pour assister à la fête de l'indépendance de ce pays. Défilés militaires et paramilitaires et discours des autorités locales ont été les temps forts de cette célébration. Le déplacement de la délégation burkinabé est un signe fort des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Madou Ouedraogo, Aboubakar Traouri. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été sobre dans la région de Boukani. Défilés des corps militaires et paramilitaires et discours du préfet de cette région ont été les temps forts de cette célébration. Thio Fosier a d'abord loué les avancées économiques de son pays, notamment les forts taux de croissance retrouvés ces dernières années, avant de souligner que la réconciliation reste un défi important à relever. Nous devons lutter pour l'avènement d'un État-nation pour recoller les morceaux d'une nation forte, prospère et homogène. Une nation où des valeurs chères
à nos devanciers s'écriront. Les préfets de la région de Bunkani et les festivaliers ont donc salué l'amnistie annoncée la veille par le président Alassane Ouattara au profit d'environ 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gouago, condamnée pour des crimes liés à la crise post-électorale. Heureux de constater que le président de la République, comme à son accoutumée, a attendu la main une fois de plus à l'opposition, a souhaité que tous les Ivoiriens, comme un seul homme, œuvrent, participent donc au développement de ce si beau pays-là. Une forte délégation de la région du sud-ouest du Burkina a participé à cette fête de l'indépendance du pays frère, la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi, malgré l'atmosphère lourde qui entoure cette célébration, féliciter sincèrement mon ami M. Thio Fosé pour la réussite de ce défilé militaire et aussi pour les efforts qu'il consent pour le bien-être des populations burkinabées et des populations de la région du Sud-Ouest dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La sobriété de la célébration régionale à Bouna du 58e anniversaire de l'indépendance du pays de Houphouët-Boigny est due au décès ce jour même de Sa Majesté Diarakoroni II, roi de Bouna. Ici, à Ouagadougou, l'hôpital du district de Bordogo sera bientôt érigé en centre hospitalier universitaire. La décision a été prise en Conseil des ministres du 2 août dernier. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer dans l'organisation et le fonctionnement de ce centre de santé? Pour le savoir, une de nos équipes a rencontré les premiers responsables de l'hôpital du district de Bordogo. Et c'est un élément signé de Daouda Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. Hôpital du district de Bogodogo. Dans quelques jours, ces écriteaux vont faire place à ceux du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Cette érection de l'hôpital en centre hospitalier universitaire, consacré par le dernier Conseil des ministres, vient mettre fin à une irrégularité qui perdure depuis la création de l'hôpital en 2016. Quand vous regardez les textes justement qui créent cet hôpital, qui pose également les missions, donc les bases de ce centre hospitalier, vous voyez qu'au-delà de sa mission principale qui est la mission de soins, ça veut dire accueillir les malades, les femmes enceintes, les blessés, de poser le diagnostic, d'assurer le traitement et d'assurer la surveillance de toutes ces personnes. Donc c'est ça la mission de soins. L'établissement avait la mission d'assurer la supervision des formations sanitaires de niveau inférieur et situé dans l'espace du district sanitaire de Bogodogo. Deuxième mission qui faisait de l'hôpital du district de Bogodogo un hôpital justement du district, c'est qu'il avait comme mission de mener des actions entrant dans le cadre de la santé publique dans l'air toujours du district sanitaire de Bogodogo. Et le deuxième aspect qui nous caractérisait, c'était justement les missions en lien avec l'enseignement universitaire et post-universitaire. Donc le fait qu'on ait érigé un centre qui est aussi une vocation universitaire, mais en même temps avec un nom qui renvoyait à une formation sanitaire de premier niveau, ça créait toute une confusion. Passé cette période de confusion, le désormais centre hospitalier universitaire de Bogodogo peut maintenant se recentrer sur ses missions d'encadrement, une mission entamée depuis quelque temps aux côtés de celle de soins. L'hôpital a ouvert avec un personnel hospitalier universitaire et en juin 2017, avec d'autres CHU, nous avons signé une convention avec l'université ivoirienne, un professeur Joseph Kizerbo, pour accueillir des étudiants. Et donc, depuis novembre 2017, nous accueillons des étudiants dans notre hôpital. Donc, cette nomination vient normaliser une situation et ça nous permet d'être plus à l'aise dans ces activités hospitalo-universitaires que nous aimons bien mener. Pas de changement majeur dans le fond donc. Le changement fondamental, c'est que nous allons certainement nous extraire et nous retirer par rapport aux missions d'hôpital de district, c'est-à-dire assurer la supervision des formations sanitaires de niveau inférieur dans l'aire du district sanitaire de Bogodogo. Cette activité ou cette mission, les activités constitutives de cette mission n'avaient pas connu de démarrage.
Dernier né des centres hospitaliers universitaires, le CHU de Bokodougou est implanté sur une superficie de 7 hectares. Il s'étend sur 2 sites, l'ex-serment du secteur 30, site B, et le site A nouvellement construit. Il a une capacité d'accueil de 400 lits et compte 24 services, dont 18 services médicaux. Un mot de littérature dans ce journal et nous découvrons le 4e ouvrage du professeur Patrice Kouraogo, Guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection au Burkina Faso. C'est le titre de cet ouvrage dont la dédicace a eu lieu lundi dernier. Et comme le titre l'indique, l'auteur fait une analyse socio-culturelle de la situation politique au Burkina Faso avant l'insurrection de 2014. Adama Giti, Nyarkiteda. L'acte marque la mise sur le marché bibliographique du nouvel ouvrage du professeur Patrice Kouraogo. Intitulé La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection au Burkina Faso, analyse socio-culturelle Mouaga des joutes verbales et gestes des acteurs politiques, l'œuvre s'inscrit dans la continuité de l'enseignement de cette période phare de l'histoire du Burkina Faso. Beaucoup de travaux se concentraient beaucoup sur l'insurrection et après l'insurrection. Or, la période pré-insurrection était une période très riche en enseignement, riche en déclarations, et je me suis dit qu'il fallait compléter les pas, parce qu'on ne peut pas poser le deuxième pas si le premier n'est pas posé. Dans le souci de mieux répondre à cette exigence, les courants d'idées du livre sont regroupés en 3 grandes parties. La première partie essaie d'analyser les motifs et les causes de l'insurrection au Burkina Faso. Et la deuxième partie est essentiellement axée sur les symboles justement qui ont ponctué les symboles et les gestes, mais aussi les joutes oratoires qui ont ponctué justement cette période pré-insurrectionnelle. La dernière partie de son livre est une sorte, c'est un contrat social qu'il prône pour le vivre ensemble au Burkina Faso, qui doit être marqué par une sorte de refondation, des normes et des valeurs politiques, et aussi du vivre ensemble. Donc pour éviter justement qu'on ne revienne sur des périodes douloureuses telles qu'on l'a connues les 30 et 31 octobre 2014. Pour le haut représentant du président du Faso, Chérif Zi, parrain de la cérémonie de dédicace, l'apparition de cette œuvre littéraire est une contribution significative à l'édification de l'histoire du Burkina. Et puis, le monde universitaire rend hommage au professeur Amadou Sanou, décédé le 4 août dernier. La cérémonie d'hommage s'est tenue ce jeudi à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Elle a connu la présence des parents, amis, connaissances et collègues du défunt. Des moments d'émotion relatés ici par Adama Giti et Vincent Tchendrebego. Professeur titulaire en cancérologie et chirurgie générale, enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, professeur Amadou Sanou a tiré sa révérence le 4 août dernier à l'âge de 76 ans. Cet enseignant-chercheur a mis toute sa vie au service de la formation et des soins médicaux selon les témoignages. Collègues et anciens étudiants se souviennent encore. C'est un enseignant qui est arrivé au plus haut degré, mais c'est aussi un médecin qui a incarné ce qu'on attend d'un médecin, c'est d'être un humaniste au service de l'humanité et de faire en sorte que les frontières de la maladie puissent reculer. C'était un enseignant compétent, très compétent, qui disait bien ce qu'il connaissait bien et qui nous transmettait vraiment des messages clés qui nous ont permis de pouvoir embrasser le corps médical sans trop de difficultés. Et ce n'est pas seulement dans sa spécialité de chirurgie, mais c'est aussi dans d'autres spécialités qu'il avait vraiment des compétences énormes. C'était un homme qui était calme, qui était rigoureux envers lui-même, envers nous, les stagiaires. Ce 8 août, collègues, parents, amis et connaissances lui rendent un dernier hommage. Le grand homme que le monde universitaire pleure aujourd'hui a occupé d'importantes fonctions. Il fut le tout premier président de l'Ordre national des médecins du Burkina Faso. Le professeur Amadou Sanou sera inhumé ce vendredi 10 août au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso.
Voilà, paix à l'âme du professeur Amadou Sanou. Actualité hors du Burkina Faso. En Indonésie, le bilan du séisme de dimanche dernier s'est alourdi à 319 morts. Les répliques se poursuivent comme celle qui s'est produite à l'aéroport de Bali et qui a semé la panique chez les voyageurs. Le séisme a également fait de nombreux blessés et des milliers de déplacés. À l'aéroport de Bali, la panique s'empare immédiatement des voyageurs. Tous ont reconnu les signes d'un nouveau séisme alors que l'île indonésienne de Lombok a été frappée ce jeudi par une violente réplique de magnitude 5,9. Depuis le terrible tremblement de terre il y a 4 jours, les répliques se sont enchaînées mais celle-ci est la plus puissante. Elle aurait causé d'autres dégâts très importants alors que de nombreux rescapés ont dû fuir les abris de fortune dans lesquels ils se trouvaient. Le bilan du séisme de dimanche de magnitude 6,9 continue de s'alourdir. Le ministre de la Sécurité a confirmé qu'au moins 319 Indonésiens avaient perdu la vie, soit 2 fois plus que le précédent bilan officiel. Au moins 1400 personnes ont été gravement blessées et quelques 156 000 civils ont été déplacés. Le nord de l'île a été littéralement ravagé par le tremblement de terre. Plusieurs villages sont détruits et les équipes de secours n'ont pas encore pu atteindre toutes les zones touchées. Le bilan des victimes devrait donc sans aucun doute s'alourdir. Les autorités appellent à l'aide internationale pour pallier le manque de personnel médical et d'aide à long terme. L'île de Lombok a cruellement besoin de victuailles et de médicaments. L'actualité en Afrique, c'est entre autres l'amnistie accordée à Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et Joseph Kabila qui ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ces deux sujets sont commentés par les quotidiens burkinabés de ce jeudi. Des précisions dans la revue de presse de Vincent Tchendrebego. Grâce présidentielle en Côte d'Ivoire, que va faire Simone Gbagbo de sa liberté? Interrogation de aujourd'hui au Faso. Oubliez ces images du 11 avril 2011 où elle fut arrêtée en compagnie de son mari de président par les Comzones. Qu'on ne soit pas étonné de voir l'ex-première dame vouloir reprendre les rênes de leur parti, le FPI, et même se lancer à la présidentielle de 2020. Elle peut aussi se battre pour l'élargissement de son mari, Laurent Gbagbo, qui pourrait être dans le starting block pour 2020 à l'image d'un Jean-Pierre Bemba dont le dossier judiciaire était plus lourd que Gbagbo, analyse aujourd'hui au Faso. Et on passe les 3000 morts par perte et profit, titre l'observateur Palga sur l'interview d'un journaliste ivoirien. En agissant ainsi, Ouattara espère court-circuiter Henri Konan-Bédié et Guillaume Soro, ses alliés avec lesquels il entretient depuis quelque temps des relations tendues, analyse l'interviewé, avec le risque de ne plus savoir qui est responsable des 3000 âmes perdues dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. En RDC, Kabila au rendez-vous de l'histoire et Chris Idoya. La sagesse a fini par illuminer le fougueux président pour le guider à ne pas jouer au jusqu'au boutisme, et Joseph Kabila sort par la grande porte en décidant, contre toute attente et au bout du suspense, de ne pas se présenter à la présidentielle du 23 décembre. Il fallait être dans les secrets des dieux pour prévoir une telle décision au regard du silence assourdissant de l'intéressé qui laissait planer le doute sur ses intentions réelles. Le dieu Kabila poussé hors de l'Olympique, titre le pays à ce sujet. Et c'est maintenant que l'opposition se doit de réaliser l'alternance, mais il faut d'abord surpasser les égos surdimensionnés et passer au candidat unique déjà préconisé par Jean-Pierre Bemba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite à 21h, vous pourrez suivre l'émission Santé Mag dont le thème porte sur les hépatites virales. Et pour tout savoir donc sur ces maladies, retrouvez Maïmouna Dawo et ses invités. Après Santé Mag, Ismaël Ladiloma Sirima vous retrouvera à 22h30 pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la RTB.